Une aventure d'Algébrix le Gaulois, au pays du soleil levant. Par Chantal Armand. Production Sarah Connor. Présentation de quelques irréductibles Gaulois. Algébrix. Chef du village gaulois, Algébrix n'est pas chef par hasard, mais par calcul. Ancien étudiant à Rome, grand mathématicien et physicien, il est surtout connu comme l'inventeur du tonneau, objet révolutionnaire sans lequel aucun banquet ne serait possible. Dans sa jeunesse, il a parcouru le monde pour faire connaître son invention, échangeant ses tonneaux contre des idées, des savoirs et parfois des ennuis. C'est au cours de ces voyages qu'il a rencontré le druide Lombalgix, qui décida de le suivre lorsque Algébrix rentra au pays. De retour dans son village natal, Algébrix fut naturellement choisi comme chef, le seul capable de compter les baffes avant la bagarre. Assaïn. Épouse d'Algébrix et véritable pilier du village, Assaïn s'est distinguée dès leur rencontre par une connaissance exceptionnelle de la cervoise, ce qui éveilla immédiatement la curiosité et le cœur d'Algébrix. Ils se sont rencontrés lors d'un voyage commercial, alors qu'Algébrix troquait ses tonneaux contre des marchandises venues d'ailleurs. Calme, fine observatrice et dotée d'un grand bon sens, Assaïn devint son ancre, celle qui empêche le chef de s'envoler trop loin dans ses calculs. Quand elle parle, même les plus bruyants écoutent, surtout si c'est pour parler de cervoise. Vitamine. Premier enfant d'Algébrix et d'Assaïn. Petite fille espiègle, vive et futée, Vitamine a un grand cœur et un profond respect pour la nature. Elle connaît tous les chemins, parle aux animaux qui ne répondent pas toujours et pose souvent des questions auxquelles même le druide hésite à répondre. Tout Électrix. Deuxième enfant du couple. Petit garçon courageux, toujours en mouvement, incapable de rester en place plus de 10 secondes. Tout Électrix défend systématiquement les plus faibles, quitte à se retrouver lui-même dans des situations compliquées. Il rêve d'aventure, de justice et de grands exploits, même s'il commence souvent par tomber. Lombalgix. Druide renommé dans de nombreux royaumes, Lombalgix possède une connaissance parfaite des plantes et des effets pour le moins imprévisibles de certaines d'entre elles. Inventeur de potions miraculeuses et de quelques autres qu'on préfère regarder à distance et avec prudence, il est respecté partout où l'on sait lire une feuille ou reconnaître une racine. Toujours calme, souvent mystérieux, il suit Algébrix par amitié et parce que, franchement, le village est un endroit idéal pour laisser bouillir ses marmites sans que personne ne râle trop. Grodubix. Frère d'Algébrix. Doté d'une force colossale et d'un appétit tout aussi impressionnant, Grodubix impressionne autant qu'il attendrit. Sous ses airs de grande brute se cache un cœur tendre, pur et profondément poétique. Musicien à ses heures et à celles des autres, il est un grand joueur de lyre, dont les performances laissent rarement le village indifférent, surtout à l'heure de la sieste. Ostéoporine. Vieille femme sage du village. Elle observe tout, comprend tout, et parle peu, mais toujours à propos. Ostéoporine trouve invariablement le mot juste pour conclure une situation, un discours ou une dispute. Quand elle a parlé, il n'y a plus rien à ajouter. Même le silence est d'accord. Chapitre 1. Le ciel tremble. Le petit village gaulois s'éveillait sous un soleil paisible. La fumée des huttes s'élevait en volutes légères. Les oiseaux gazouillaient des airs joyeux, et Grodubix était déjà devant un sanglier rôti, comme d'habitude. Un bon repas, c'est la base de toute civilisation, et de tout courage, et de toute digestion. Entre les huttes, Tout Électrix et Vitamine couraient à toute allure. Vitamine grimpait sur un menhir, Je domine le monde! tandis que Tout Électrix faisait semblant d'être un centurion romain. Soldats romains, en avant, en arrière. Je ne sais plus. Quand soudain, badaboum, il s'écroule. Centurion blessé, très grièvement, à la cheville. Tu fais toujours semblant d'être blessé quand tu perds. C'est la stratégie romaine.
soudain, boum! Le sol trembla, les oiseaux s'envolèrent en escadrilles paniquées et le sanglier glissa de la table et termina sa carrière gastronomique face contre terre. Oh non! 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 C'était mon sanglier! À moi! J'avais commencé à m'y attacher. Algebrix surgit, casque de travers. Je le savais. Le ciel va nous tomber sur la tête. Il leva les yeux au ciel, puis regarde autour de lui. Vous avez vu? Le sol tremble. Le ciel gronde. Le sanglier fuit. C'est un signe. Ce n'est pas un signe, c'est un accident et un drame. Derrière lui, Assaïn apparut, calme et souriante. Allons, Algebrix, ce n'est qu'une petite secousse. Rien de grave. Ostéoporine, assise sur un tabouret branlant, releva lentement la tête. Je l'avais dit, la terre murmure avant de parler fort. À l'entrée du village, une voix éclata. Visiteurs! Des visiteurs étrangers! Une petite délégation apparut. Leurs habits chatoyaient de couleurs inconnues. Leurs gestes étaient polis mais précis. À la tête, Babasan, la chef, s'inclina profondément, un parchemin entre les mains. Très honorables Gaulois, nous venons de très loin, du pays du soleil levant. Le soleil se lève ailleurs? Traître! Assaïn écarquilla les yeux. Du Japon. Notre terre tremble sans cesse, la mer se déchaîne, notre montagne est furieuse. Et quand une montagne japonaise se met en colère, elle ne connaît pas la politesse. J'aimerais trop voir ça. Lombalgix fronça les sourcils, son air grave traversé d'un léger doute. Et que cherchez-vous ici? Babasan s'inclina à nouveau, respectueuse. On nous a parlé d'un grand druide et de ses potions. Nous voulons de l'aide. Algebrix regarda tour à tour le ciel, la terre, puis la délégation. Je n'ai peur que d'une chose. Mais quand les chiffres et les signes s'accordent, il faut agir. Vitamine enlace tout Electrix. Alors, l'aventure commence. Je vous prie d'offrir à nos hôtes de marque ce que nous avons de meilleur. La plus sincère hospitalité gauloise. Soyez les bienvenus sous mon toit. Ma demeure est simple, mais la joie d'accueillir y est immense. Le repas est peut-être modeste, mais il est préparé avec le sourire et partagé de tout cœur. La décision. Le soir même, le village était réuni. Nous irons au Japon. À 7, pas un de plus. Randoin fit un pas en avant, puis s'arrêta. Le bateau est plein. Randoin hocha la tête. Alors, je garderai l'horizon. Le sanglier, quant à lui, observait la scène depuis le sol, l'air de dire « Et moi? Personne ne s'inquiète pour moi ?» Chapitre 2. Cap vers le soleil levant. Le village était en pleine effervescence. Sur la plage, c'était un joyeux capharnaüm. Cordes emmêlées, sacs débordants, paniers suspects, et surtout des tonneaux. Beaucoup de tonneaux. Des tonneaux solides, cerclés de fer. Au milieu de ce chaos organisé, Algebrix passait en revue chaque tonneau avec une concentration quasi mystique, tapotant, soulevant, penchant la tête. Par tout Atis, celui-ci est trop plein. Il fera chavirer le bateau. Il en saisit un autre, le soupèse longuement, puis hoche la tête avec gravité. Celui-ci, par contre, est parfait. Gros Dubix, les bras croisés, grognait à quelques pas. Depuis quand un chef compte les tonneaux? Sans même lever les yeux de sa fiole bouillonnante, Lombalgix répondit, imperturbable. Depuis qu'il les a inventés, évidemment. Un plop suspect s'échappa de la fiole. Personne ne posa de questions. Balle de tennis, déjà prêt à repartir vers le village, lança en souriant. Je m'occupe du village. Toi, va sauver le monde. Un peu en retrait, Ostéoporine observait la mer, comme si elle lisait l'avenir dans les vagues.
L'eau accepte ce qui est bien réparti. Ce qui penche trop finit toujours par sombrer. Personne ne sut vraiment si c'était une prophétie ou une remarque sur les tonneaux. Probablement les deux. Assaïn s'approcha d'Algébrix et lui adressa un sourire doux. Tu n'as pas changé, tu comptes tout, même quand tu as peur. Algébrix, sans relever la tête, murmura « Surtout quand j'ai peur ». Sur la falaise, Randoin s'était perchée pour mieux voir le bateau. Les yeux brillants, elle souffla presque pour elle-même. Un jour, ce sera mon tour. En contrebas, Air Francine faisait ses adieux à Babassan, un peu trop longuement au goût de Babassan, qui commençait à reculer pas à pas. Le départ. Le bateau s'éloignait lentement du rivage. Le village disparaissait peu à peu derrière une fine brume. Tout Electrix et Vitamine, accoudés au bastingage, regardaient en silence. Enfin, presque. « Papa, tu as déjà voyagé aussi loin ?» Algébrix, droit comme un mât, les yeux fixés sur l'horizon, répondit sans détour. Assez loin pour apprendre que la mer se respecte et se calcule. À l'arrière du bateau, Gros Dubix, lyre en main, entamait un air joyeusement absurde. Les notes bondissaient dans tous les sens, certaines courageuses, d'autres franchement aventureuses. Une note particulièrement aiguë fit sursauter Vitamine, qui se cramponna aussitôt à la rambarde. Elle est vivante, ta musique? C'est de l'improvisation maritime. Algébrix, imperturbable, traça un angle imaginaire dans l'air. Si nous gardons ce cap, nous éviterons les pires tempêtes. Lombalgix, occupé à observer un liquide légèrement fumant dans un flacon, esquissa un sourire en coin. Toujours aussi précis. Et toi? Toujours aussi mystérieux. Derrière eux, une nouvelle note de lyre résonna. Personne ne commenta. Le voyage avait officiellement commencé. La tempête. 3 jours plus tard, le ciel décida brusquement de faire grise mine. Les nuages s'amoncelaient comme s'ils avaient quelque chose à reprocher au bateau. À l'arrière, Gros Dubix, parfaitement insouciant, continuait de gratter sa lyre, imperturbable, malgré le vent qui commençait à souffler. À l'avant, Algébrix scrutait l'horizon, l'œil sérieux, le compas bien droit. Ce n'est pas encore le moment. Vitamine, agrippée au bastingage, lança en haussant un sourcil. Tu paniques ou tu calcules? Les deux, simultanément. À cet instant, une violente rafale balaya le pont. La lyre de Gros Dubix s'envola, fit un tour complet et retomba droit sur un tonneau. Gros Dubix, héroïque, plongea tête la première pour la rattraper, mais atterrit sur le tonneau à la place. Priorité à la cervoise! Un éclair zébra le ciel. Le bateau tanguait, mais les tonneaux, eux, ne bougeaient pas d'un poil. Lombalgix, parfaitement calme, ramassa une fiole tombée au sol. Elle fumait légèrement. Il hocha la tête, satisfait. Tes tonneaux ont tenu. Algébrix, toujours concentré, esquissa un mince sourire. Ils ont été faits pour ça. Et pour survivre aux mains de Gros Dubix. Un nouveau coup de tonnerre éclata. La lyre résonna toute seule. Personne ne chercha à comprendre. La terre en vue. Enfin, la terre apparut. Au loin, le mont Fuji se dressait, immense, droit, parfaitement immobile. Peut-être un peu trop. Sur le pont, Algébrix le fixait intensément. Trop droit, trop calme. Assaïn, intrigué, suivit son regard. Que veut-il dire? Algébrix, sans quitter la montagne des yeux. Qu'il compte, lui aussi. Un silence passa sur le pont. Ostéoporine, appuyée sur son bâton, contempla le mont et déclara gravement. Et quand la montagne commence à compter, le temps est compté. Personne ne demanda quoi ni pour qui. Algébrix serra les poings. J'ai appris à protéger la cervoise. Maintenant, il faut protéger les gens. Derrière lui, perché sur un tonneau, Gros Dubix reprit sa lyre.
Ouistiti! Ouistiti! Ostéoporine soupira. La montagne était peut-être dangereuse, mais le silence, lui, n'était déjà plus possible. Chapitre 3. La force et les chiffres. Le bateau accosta doucement. Le soleil levant baignait la côte d'une lumière dorée, si belle qu'elle semblait vouloir se faire pardonner la traversée. Vitamine posa le pied à terre et poussa un immense soupir de soulagement. Enfin, la terre. Et elle ne bouge presque pas. Algébrix, lui, n'avait pas encore quitté la mer des yeux. Les sourcils froncés, il observait les vagues comme on observe un adversaire discret. Les vagues, trop régulières. Tous les 6 battements. Et une plus forte. Assaïn, amusé, s'approcha de lui avec un sourire taquin. Tu comptes encore? Algébrix, sans hésiter, répondit fièrement. Toujours. Une vague plus grande que les autres éclaboussa soudain le pont. Elle aussi, elle comptait? Algébrix esquissa un sourire. La terre était là, mais les chiffres ne l'avaient pas lâché. Le village du rivage. Ils pénétrèrent dans un village côtier. Les maisons étaient basses, légères, espacées, comme si chaque poutre avait été calculée par un mathématicien amoureux de l'origami. Algébrix observa les constructions avec intérêt. Elles sont faites pour plier et pour résister. Lombalgix, reniflant le vent, ou son outre, difficile à dire, ajouta. Comme les roseaux, ou comme mon rhum, il résiste très bien, jusqu'à ce que je le boive. 2 garçons observaient la délégation avec de grands yeux curieux, à moitié cachés derrière un poteau. Vitamine leur adressa un large sourire et s'accroupit à leur hauteur. Vous vivez ici depuis longtemps? Le plus grand des 2 hocha la tête. Oui, et la terre tremble de plus en plus. Algébrix se pencha aussitôt et traça des marques dans le sable avec un bâton, comptant à voix basse. Combien de secousses aujourd'hui? Les 2 garçons répondirent ensemble, très fiers. 8. Algébrix marqua un temps. Son sourire s'effaça. Et hier? 5. Mais avant-hier, seulement 3. Une progression inquiétante. Sur un rocher voisin, Ostéoporine, silhouette tranquille face à la mer et à la montagne, déclara d'un ton grave. La montagne se prépare et elle aime compter. Derrière elle, un des garçons murmura à l'autre. Elle compte mieux que nous, la montagne? Personne ne répondit. La secousse. Sans le moindre avertissement, le sol se mit à trembler violemment. Les cris fusèrent, les jarres s'entrechoquèrent, une maison gémit, une poutre craqua dangereusement. Crac! Gros Dubix, les yeux écarquillés, pointa la poutre du doigt. Ça va s'effondrer, ça? Avant même qu'Algébrix n'ait pu finir de compter sur ses doigts, Gros Dubix bondit en avant. Dans un élan d'audace et d'inconscience légendaire, il se planta juste sous la poutre menaçante. Sortez tous! Je tiens! Les villageois se dispersèrent aussitôt. Vitamine et tout Électrix soutinrent Ostéoporine, la guidant hors de la maison tremblante. Pendant ce temps, Algébrix, accroupi à quelques pas, continuait de compter à voix basse, imperturbable malgré le chaos. 20, 25, 30. La poutre grinça encore. Sous son poids, Gros Dubix grogna, un sourcil levé, les jambes légèrement flageolantes. J'ai connu des sangliers plus lourds, mais ils criaient moins. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la secousse cessa. Le silence retomba. La maison tint bon. Un nuage de poussière s'éleva. Gros Dubix, toujours sous la poutre, sourit fièrement. Voilà, solide. Algébrix leva enfin les yeux. 37 secondes. Bien tenu. Je savais que ça finirait par s'arrêter. Personne ne demanda comment il le savait. Le respect.
Un silence admiratif s'installa. Les villageois japonais s'inclinèrent profondément devant Gros Dubix. Surpris, il cligna des yeux, se gratta la tête et rougit presque. Ce n'était rien. Vraiment rien. Il se pencha légèrement en avant et ajouta, à voix basse, avec espoir. Enfin, si quelqu'un avait quelque chose à manger, ça aiderait beaucoup à récupérer. Tout Electrix, les yeux brillants, s'exclama. Tu les as tous sauvés! Gros Dubix se bomba le torse, ravi. Normal! Et en plus, j'ai gardé la cervoise intacte. Algébrix s'approcha alors et posa une main sur l'épaule de Gros Dubix. Sans toi, mes calculs n'auraient servi à rien. Les villageois échangèrent un regard admiratif. L'équilibre était rétabli. Le mont Fuji. Tous levèrent les yeux vers le mont Fuji. Il se dressait là, immobile, parfait, un peu trop parfait. Un silence passa. Lombalgix, les bras croisés, soupira doucement. Ma potion peut calmer, mais pas empêcher. Un peu plus loin, les enfants japonais échangèrent un regard avec Vitamine et Tout Electrix. Sans un mot, ils sourirent. Une amitié venait de naître, forgée dans la peur et le courage. Perché sur un rocher, Ostéoporine conclut d'une voix posée. La force protège, les chiffres préviennent, et le cœur unit. Un léger souffle de vent passa. Puis, quelque part derrière un tonneau, une lyre résonna. Ouistiti! Algébrix ferma les yeux un instant. L'aventure venait de changer de rythme et de hauteur. Chapitre 4. Sauvé avant que la vague n'arrive. Le matin se leva sur le village. La mer était d'un calme étrange. Trop calme. Sur la place, Algébrix traçait des lignes, des chiffres et des symboles dans le sable, concentré comme si les vagues allaient bientôt venir vérifier ses calculs. 3 secousses rapprochées, puis une pause. Il effaça un trait, en ajouta un autre. Lombalgix s'approcha, le regard sérieux, les bras croisés. Ce genre de silence n'annonce jamais de bonnes nouvelles. Une vague minuscule lécha le rivage. Algébrix releva la tête. La mer n'avait rien dit, mais elle avait tout entendu. Une alerte donnée par les enfants. Vitamine, Tout Electrix et leurs nouveaux amis japonais déboulèrent du port en courant, essoufflés, les yeux écarquillés. La mer, elle a disparu. Très loin. Même les poissons ont dû faire demi-tour. Algébrix se figea net. Ses yeux balayèrent l'horizon, précis comme un compas affolé. Combien de pas? Plus de 100. Le visage d'Algébrix pâlit. Ce n'est pas une retraite, c'est une prise d'élan. Lombalgix, grave, hocha lentement la tête. Un tsunami. Le vent se leva, et au loin, la mer commençait déjà à revenir. Le compte à rebours. Algébrix ferma les yeux. Ses doigts se mirent à courir dans l'air, comme sur un tableau invisible, comptant plus vite que son ombre. La dernière secousse remonte à 12 battements longs. La vague arrivera dans 10 minutes, pas plus. Il rouvrit les yeux, inspira profondément, puis sa voix claqua sur la place comme un coup de tonnerre. « Écoutez-moi tous, quittez le rivage, montez sur les hauteurs, maintenant !» Un murmure inquiet parcourut les villageois. Alors Gros Dubix s'avança, large comme 2 tonneaux empilés, portant 2 enfants. « Vous avez entendu le chef. Et si quelqu'un hésite, je le porterai. Lui d'abord, la cervoise après. » Les villageois se mirent en mouvement. L'évacuation. Le village s'anima dans un chaos parfaitement organisé. Vitamine guidait les plus jeunes, tenant leurs mains fermes. Suivez-moi, ne regardez pas derrière. Tout Electrix aidait les anciens à se lever, les soutenant à chaque pas. Assaïn rassurait les habitants d'une voix douce mais ferme. Ne paniquez pas.
Faites-moi confiance. Ostéoporine avançait lentement, chaque pas mesuré. Quand on connaît l'ennemi, on peut l'affronter. Le village respirait l'ordre au milieu de la panique. Chacun savait quoi faire, chacun comptait. Même le chaos avait ses règles. La vague. Un grondement sourd monta derrière eux. D'abord lointain, presque irréel, puis colossal. La mer revenait, immense, furieuse, vivante. L'air vibrait sous sa colère. Gros Dubix fut le dernier à quitter le rivage. Gros Dubix portait tout Electrix et une dame dans ses bras. Ses muscles brûlaient, mais il ne ralentit pas. Il se mit à courir juste à temps. Gros Dubix, les dents serrées, grogna. Bon, le repas est fichu. La vague s'abattit sur le rivage dans un fracas apocalyptique. Maisons, jetées, barques, tout fut englouti. L'eau dévora la côte. Quand le silence revint, ils étaient tous là. Le village avait disparu. Pas ses habitants. Après la tempête, Le silence retomba peu à peu. Les villageois japonais s'inclinèrent profondément devant Algebrix. « Vous nous avez sauvés ?» Algebrix secoua la tête, un léger sourire au coin des lèvres. « Ce n'est pas moi, ce sont les chiffres. » Puis, montrant le groupe, et surtout eux, il désigna les enfants, Gros Dubix, Lombalgix et tous ceux qui avaient aidé sans compter. Les enfants japonais sourirent à Vitamine et tout Electrix, puis tendirent la main. Amis, pour toujours. Ostéoporine s'avança, appuyé sur son bâton, la voix grave et apaisante. Quand on partage le savoir, la peur recule. Au loin, le mont Fuji laissa s'échapper un mince nuage de fumée. Personne ne le remarqua tout de suite. Chapitre 5. Lire les signes. Lombalgix observait la fumée qui s'échappait du sommet du mont Fuji par petites bouffées irrégulières. Elle s'échappe par petites bouffées. À ses côtés, Ostéoporine hocha lentement la tête, l'air grave. La montagne parle à voix basse, et quand elle chuchote, il faut l'écouter. Pas un instant à perdre, qu'on m'apporte ma marmite et que tout le monde s'active. Il se mit à touiller la potion avec application, une légère lueur verdâtre s'en échappant. Attention, cette potion ne donne pas la force. Elle calme les montagnes en colère. Les deux enfants japonais ouvrirent de grands yeux. Même les très grosses montagnes? Lombalgix sourit. Surtout celles qui crient beaucoup. À cet instant, le mont Fuji gronda violemment et cracha un épais nuage de fumée. Groum! Lombalgix s'arrêta de touiller. Voilà, il est très mal luné. Il réfléchit un instant, puis déclara calmement. Il faudra verser la potion directement dans sa bouche. Un silence pesant tomba sur le groupe. Tous les regards se tournèrent lentement vers Gros Dubix. Gros Dubix resta figé, bouche entr'ouverte, l'air d'un homme qui vient de comprendre qu'on attend de lui quelque chose de très dangereux et probablement très loin du déjeuner. Oh, par tout Atis! C'est encore pour moi, n'est-ce pas? Dès qu'il faut parler à une chose énorme, bruyante et fâchée, on pense toujours à moi. Ah, je le savais. J'aurais dû rester au village et me spécialiser dans la dégustation de sangliers. L'ascension. Gros Dubix porta la marmite sous le bras, pendant que les enfants l'encourageaient à chaque pas. « Tu es le plus fort !» Et le plus gentil. Et surtout, affamé. Il tapote la marmite. Après ça, je mange. Et s'il reste de la place, le volcan. Il grimpa le sentier avec la grâce d'un sanglier monté sur ressort, traînant la marmite derrière lui comme un tonneau ivre qui refusait de suivre. La montagne, elle, semblait hésiter à l'arrêter. Le sommet. Le mont Fuji ouvrit sa gueule dans un rugissement impressionnant.
Fumée et cendres jaillirent de partout. Sans hésiter, Gros Dubix versa la potion dans le cratère. Plouf! Un grand silence se fit entendre. Puis un nuage s'éleva doucement du volcan. Il prit une forme étrange, un sourire. Ah, enfin, je peux respirer. Tu ne peux pas savoir comme c'est désagréable d'avoir de la lave sur l'estomac. Merci, petit homme costaud. Algébrix, les bras croisés, hochant la tête. Calcul parfait. Lombalgix sourit à son tour. Science druidique. Impeccable. On a sauvé le Japon. Pendant ce temps, Gros Dubix lécha discrètement un reste de potion collé à la marmite. Pas mal, mais il manque un peu de cervoise. Dans un coin, la marmite encore fumante sembla ronronner doucement, comme si elle était tout à fait d'accord. Chapitre 6. Le repas, et un peu plus. Au pied du mont Fuji, le village tout entier festoyait. La cervoise gauloise coulait à flot, les plats japonais délicats s'alignaient à perte de vue. Et Gros Dubix et Algébrix, une assiette gigantesque à la main, contemplaient le banquet comme des généraux inspectant leurs troupes. On reviendra, hein? Cette fois, je mange pour 2 peuples. Autour de lui, les enfants riaient. Puis, soudain, le silence tomba. Des soldats ouvrirent un passage dans la foule. Un homme richement vêtu s'avança, entouré de conseillers. Tous s'inclinèrent profondément. L'empereur. L'empereur du Japon s'approcha, calme, posé. Son regard était grave, mais respectueux. L'empereur s'adresse à Algébrix. Je ne viens pas en souverain. Je viens en homme, qui demande encore de l'aide. Attablé, Gros Dubix chuchota, la bouche pleine. Tant qu'il reste à manger, moi, je suis prêt. Une nouvelle menace. Un parchemin fut déroulé dans un bruissement solennel. L'empereur prit la parole, grave. Une armada chinoise approche de nos côtes. Certaines troupes ont déjà posé le pied sur nos terres. Algébrix fronça les sourcils, l'œil déjà en train de compter. Combien de navires? L'empereur marqua une pause. Trop. Gros Dubix se leva d'un bond, renversant presque le banc, un sourire féroce aux lèvres. Enfin, un problème simple. Dans la pénombre, Lombalgix, resté silencieux jusque-là, esquissa un sourire énigmatique, déjà ailleurs, sans doute auprès de sa marmite. Algébrix, lui, avait replongé dans ses calculs, traçant des lignes invisibles dans l'air, comme s'il comptait déjà les coups à venir. Quant à l'empereur, il les observait tous trois, médusés, se demandant sans doute si l'aide promise n'allait pas provoquer plus de remous que la tempête annoncée. Une fois de plus, ma potion sera utile. La marmite, non loin, émit un léger glou-glou, comme si elle approuvait. La potion magique. La nuit était tombée. À l'écart du camp, Lombalgix touillait sa marmite fumante. La potion faisait glou-glou, et le vent se leva doucement, comme s'il tendait l'oreille. Préparée loin de la Gaule, cette potion est puissante, mais pas durable. Juste assez. Algébrix, déjà plongé dans ses calculs, leva la tête. Alors il faudra frapper vite, très vite. Un peu plus loin, Vitamine et Tout Électrix échangèrent un regard complice. On viendra? Sans même se concerter, les adultes répondirent d'une seule voix. Hors de question. Les deux enfants soupirèrent, puis sourirent. Bon, alors on regardera. La marmite fit un petit ploc satisfait. La nuit, elle, retenait son souffle. Préparatifs au combat. À l'aube, sur la plage, les navires ennemis approchaient lentement, silhouettes sombres découpées sur la mer calme. Les Gaulois et les guerriers japonais se rassemblèrent. Lombalgix plongea sa louche dans la marmite fumante. Rappelez-vous, la potion a été préparée loin de la Gaule. Elle sera brève, mais mémorable. Il servit chacun.
Gros Dubix se leva un bras déjà transformé, un large sourire aux lèvres. Par tout Atis, je me sens fort et tout léger. La charge. La charge fut immédiate, rapide, bruyante et complètement chaotique à la gauloise. Boucliers chinois s'envolant, soldats voltigeant comme des feuilles au vent. Pendant que la potion coulait dans ses veines, Algébrix sentit sa petite voix intérieure murmurer. Que la force soit avec moi, et que mes calculs frappent juste. Il se battait avec une précision étonnante, enchaînant projections, balayages et coups nets, comme un véritable maître d'arts martiaux, appris on ne sait où. Toujours attentif à ce qui se passait autour de lui, il criait ses ordres. « À gauche ! Non, ma gauche !» Dans la tête de Gros Dubix, une voix enthousiaste répétait. « Correctionne, dynamite, disperse et ventile !» Hilar, le colosse distribuait des baffes monumentales. Il faut dire qu'il avait toujours été un grand amateur de baffes. Chez Ostéoporine, sa petite voix était plus calme, mais tout aussi implacable. Redeviens Sarah Connor, pour 1 heure, une nuit si nécessaire. Elle pivota sur elle-même et lança un retourné fulgurant, sa jambe frappant net le menton d'un adversaire qui s'envola en arrière. Et voilà le travail. Les guerriers japonais, arcs et lances en main, tenaient à distance toute une section ennemie. Leur voix intérieure murmurait à l'unisson. Aujourd'hui, ne cherchez pas la gloire. Faites-en une démonstration. Le grand samouraï, droit et concentré, entendit à son tour. Va, cours, vole, et défends ton empereur et ton pays. Ce qu'il fit, avec courage et dignité. Quant à Assaïn, une voix douce lui souffla. Même la plus longue marche commence par un pas. Fais-en un, bien placé. Elle sourit et frappa. La bataille fut courte, très courte. Les navires chinois battirent en retraite. Sur la plage, les vainqueurs restaient debout, essoufflés et déjà un peu affamés. Toujours aussi précis, dans le désordre. Ah, pour sa collection. Tonton Gros Dubix va être aux anges. Ou au moins, à table. Chapitre 7. Le final, le don du vent. Le soir tombait doucement sur le village japonais. Le ciel se teintait d'orangé et de pourpre, et la mer retrouvait son calme. L'empereur s'avança et s'inclina profondément devant les Gaulois. Le Japon vous doit plus qu'un simple remerciement. Vous êtes venus en amis et repartirez en frères. En attendant l'avitaillement du Kizuna Amix, qui mouillait paisiblement dans la baie d'Osaka, l'empereur invita les Gaulois à séjourner quelques jours dans sa capitale, Nara. Les rues tranquilles et les temples anciens les émerveillèrent, jusqu'à ce que surgissent les célèbres cerfs sacrés. Gros Dubix se frotta aussitôt les mains, l'œil brillant. « Oh là là, ça me met en appétit !» Un silence horrifié suivit. Tous les Gaulois se retournèrent vers lui d'un même mouvement. Algébrix s'étrangla, Lombalgix pâlit. Ostéoporine leva un sourcil sévère. Gros Dubix, ce sont des animaux sacrés. Gros Dubix cligna des yeux, déçu. « Ah, même pas un tout petit !» Les cerfs, parfaitement indifférents, continuèrent de trottiner fièrement entre temples et Gaulois scandalisés. Toute aventure a une fin. À Osaka, face à la mer, nos amis Gaulois se préparaient à reprendre la route vers la Gaule. Un prêtre japonais s'avança, tenant un éventail sacré peint de symboles anciens. Il s'inclina lentement, avec une gravité paisible. Fujin, dieu du vent, vous a observé. Il a vu votre courage et votre retenue. En retour, il guidera votre voyage et soufflera dans vos voiles jusqu'à votre terre. Alors, un souffle doux et régulier se leva. Les lanternes frémirent. Les voiles du bateau se gonflèrent lentement, comme si elles respiraient. Vent constant,
Direction parfaite. Incroyable. L'aide offerte sans esprit de conquête ne laisse jamais celui qui l'offre repartir seul. Lombalgix souriait, la main posée sur sa marmite. Un allié discret et qui ne réclame jamais de cervoise. Gros Dubix assis sur un tonneau. Normalement, un bateau ça flotte, ça ne vole pas. Le retour. Le vent gonflait la voile comme un cœur fier. Il chantait dans les cordages. Il poussait les héros vers leur terre natale. Algébrix, admiratif, observait les voiles tendues. Jamais un voyage n'a été aussi rapide, ni aussi calculable. À l'arrière, Gros Dubix, repu et heureux, grattait doucement sa lyre, un sourire béat accroché au visage. Ostéoporine, regardant l'horizon, murmura « Dieu du vent, reçois notre gratitude. Ton souffle constant gonfle nos voiles et précipite notre retour vers la maison. » Vitamine et tout Électrix, côte à côte, souriaient encore. On racontera tout ça au village. Et personne ne croira un mot. Le bateau s'éloignait lentement, le vent gonflant les voiles. Et une voix joyeuse, portée par la brise, conclut le voyage. Par Toutatis, quel voyage! Arrivé au port, le bateau accoste enfin, grinçant doucement contre le quai. Air Francine et Baldéténis arrivent en courant, essoufflés mais rayonnants, et saluent leurs amis avec un enthousiasme débordant. Nos valeureux guerriers bondissent sur le port, le cœur battant, impatients de serrer leurs compagnons dans leurs bras après cette longue épreuve. Ostéoporine et les enfants restent quelques instants figés, émerveillés par le spectacle des retrouvailles, avant de se précipiter à leur tour pour rejoindre la foule joyeuse. Baldéténis, les yeux brillants de curiosité, s'empressa de demander « Mais racontez, avant tout le monde, je veux savoir comment s'est déroulée cette aventure. » Air Francine, taquine, lança à Ostéoporine. « Alors, tu as pensé à me ramener quelques kimonos et étoffes de soie de Tomioka, au moins ?» Retour au village, le grand banquet. Le village s'animait comme jamais. La place grouillait de monde. Les habitants se pressaient autour des tables. Les tonneaux débordaient de cervoise et les plats multicolores scintillaient sous le soleil. Algébrix leva son gobelet, le sourire aux lèvres. À nos amis japonais et à ceux qui savent calculer et compter. Gros Dubix, l'œil pétillant, suivit le mouvement. Et à la cervoise, qui a survécu à tout ça. La force protège, les chiffres préviennent et le cœur unit. La fête se termine sur une dernière note de musique et un dernier pas de danse. Tout Électrix et Vitamine éclatèrent de rire, comme si chaque sourire scellait à jamais l'amitié et le souvenir de ce périple extraordinaire. Fin, le 19 février 2026.